Alors, un petit exercice tout frais du jour sur les sous-groupes d'indice 2 d'un groupe fini. Ça peut se placer à l'agrégation dans des tas de situations. Que ce soit une leçon sur les sous-groupes, bon, de toute façon ce sera toujours une leçon sur les groupes, mais sous-groupes distingués, ou groupe de permutation, ou action de groupe aussi, voilà. Hein, donc il y a quand même pas mal de situations où on peut le placer. En plus, le niveau est à la fois agrègue interne, hein, et agrègue externe, parce que on va utiliser le théorème de Cayley, donc le plongement de Cayley. Bon, ça c'est quelque chose qu'on voit dans les deux agrègues. Le lemme de Cauchy qui est quand même très très classique, et puis encore là c'est dans un cas particulier, très particulier, du lemme de Cauchy où c'est très simple. Donc voilà un exercice, mais il n'empêche que l'exercice est assez lumineux, il a quelque chose qui peut apporter du bonheur à une petite journée du mois de mai. Alors allons-y. L'exercice c'est le suivant. Montrer que si G est un groupe fini d'ordre 2n avec n impair, alors G possède un sous-groupe d'indice 2. Bon. Alors déjà, imaginez une discussion avec le jury. Bon, ben voilà, paf. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de groupes finis qui possèdent un sous-groupe d'indice 2? Voilà. Alors déjà, c'est bien de dire que faut que le groupe d'ordre fini soit d'ordre pair, sinon il ne pourrait pas avoir un sous-groupe d'indice 2. Bon, ça c'est un peu la palissade, mais quand même, c'est bien de commencer, même si c'est une évidence, de dire ça. Alors maintenant, parmi les groupes connus d'ordre pair, faut voir qu'à l'agrègue interne, et même à l'externe, hein, on connaît assez peu de groupes classiques. On n'a pas un grand éventail de groupes. Mais tout de même, on a le groupe diédral, Dn, qui est d'ordre 2n, et qui possède un sous-groupe d'indice 2, c'est le groupe cyclique. On a Sn, qui est d'ordre factoriel n, donc qui est évidemment pair, pour n supérieur à 2, et qui possède comme sous-groupe d'indice 2 le groupe AN. H8, alors là, H8 est intéressant parce que lui va posséder, donc H8, il possède, bon, déjà l'élément neutre, moins 1, et puis 3 éléments I, J, K et leur opposé, hein, moins I, moins J, moins K. Et on a I, vous avez les sous-groupes 1, donc il est d'ordre 8, évidemment, comme son nom l'indique, 1, I, moins 1, moins I, ça forme un sous-groupe cyclique, hein, d'indice 2, finalement, d'ordre 4, donc d'indice 2 dans H8, mais au moins, c'est un exemple où il en possède 3, parce que vous avez le sous-groupe engendré par I, le sous-groupe engendré par J, celui engendré par K. Bon, alors après, bon, c'est vrai que, voilà, quoi, c'est comme ça, on n'en connaît pas des masses, hein, des classiques, donc, bon, déjà c'est bien si on sait tout ça. Maintenant, contre-exemple, est-ce que vous pouvez donner un groupe d'ordre pair, évidemment, sinon c'est triché, qui ne posséderait pas un sous-groupe d'indice 2? Bon, alors là, il faut aller chercher du côté des groupes simples, parce qu'on sait qu'un sous-groupe d'indice 2 est forcément distingué. Donc on va prendre A5, et A5, il est d'ordre 60, d'accord, et il ne possède pas de sous-groupe d'indice 2, il possède des tas de sous-groupes, hein, ça c'est sûr, mais pas de sous-groupe distingué non trivial, et pas de sous-groupe donc d'indice 2. Bon, alors en général, vous prenez tous les groupes finis simples non abéliens, ils vont être d'ordre pair. Ça c'est un vieux théorème très 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 classique et très puissant, et il ne possède pas de sous-groupe d'indice 2. Mais là, on va avoir un groupe fini d'ordre 2n avec n impair. Alors déjà, le fait qu'il possède un sous-groupe d'indice 2, on peut toujours faire l'épilogue, avant même de commencer, c'est que ça voudra dire qu'un groupe simple, non abélien, ne peut pas être d'ordre 2n avec n impair. C'est aussi simple que ça. Voilà.
Bah oui, parce que sinon il posséderait, si on suppose que ça c'est vrai, l'énoncé est vrai, il posséderait un sous-groupe d'indice 2, donc qui serait distingué, et ce serait en contradiction avec le fait qu'il est simple. Bon, ok, alors on arrête de tourner autour du pot, maintenant on résout l'exercice. Alors regardez l'exercice, bon moi j'aime bien l'enchaînement de l'exercice, il est assez naturel. Quel est, d'abord? Pourquoi quel est? Quel est nous dit que G s'injecte dans S2N, en gros. Oui, pourquoi? Parce que on va aller chercher dans S2N, donc on sait que lui, il possède un sous-groupe d'indice 2. Voilà. Et donc ça c'est pas bête d'aller le chercher avec Kelly. Et comme application de Kelly, cet exercice me paraît quand même une belle chose. Alors, on va rappeler un peu Kelly. À un élément de G, on associe phi G. C'est la permutation de G, qui à H associe GH. Donc, ce qu'on appelle l'action régulière. Alors, pourquoi elle est régulière? Parce que ce qu'on appelle régulière, c'est que si phi G de H est égal à H, pour un H donné, pas pour tout H, pour un H donné, alors G égale E. Effectivement, GH égale H, on inverse, on multiplie par H-1 à droite, et ça fait G égale E. Donc vous voyez que c'est mieux qu'une action fidèle, qui nous donnerait l'injectivité. Là, on a plus que l'injectivité. L'action fidèle, c'est que le noyau de l'action, donc l'intersection des stabilisateurs, est triviale. Mais là, c'est carrément chaque stabilisateur qui est trivial. Donc à partir du moment où G est différent de E, phi G n'a aucun invariant. Voilà. Une action libre. On appelle une action libre. En tout cas, ce que j'appelle une action libre, peut-être ça a changé, je sais pas. En tout cas, dans pas mal de livres, ça s'appelle une action libre. Voilà. Alors, voilà déjà la chose, donc l'action de groupe qui nous donne un morphisme dans le groupe de permutation, voilà. Et on comprend pourquoi on va là-dedans, parce qu'on va aller y chercher un sous-groupe d'indice 2. Et donc maintenant, on va faire quelque chose d'assez naturel, d'aller chercher ce groupe alterné et d'aller chercher le quotient, puisque l'indice, l'indice 2, c'est mieux de le faire parler avec un groupe d'ordre 2. Et le groupe d'ordre 2, c'est forcément le quotient. Alors on y va, on a G qui s'envoie par phi, ici, G dans S2N, et ensuite on prolonge avec pi, la projection canonique, sur S2N, quotienté par le groupe alterné A2N, donc qui est isomorphe à 1-1, ça c'est le groupe d'ordre 2. Et donc maintenant, on cherche le noyau de cette composition. Le noyau de pi rond phi, c'est égal à l'ensemble des G, de grand G, tel que phi de G, phi G, phi indice G. Donc pour que ici on se retrouve sur 1, pour être dans le noyau, il faut qu'ici on se retrouve dans A2N. Donc on regarde quand est-ce que phi de G, ou phi indice G, appartient à A2N. Et là, on a un noyau K, donc un sous-groupe distingué de grand G. Donc maintenant, passage au quotient. Et on va construire un morphisme injectif de G sur le noyau, donc G sur K, donc ça c'est un morphisme de groupe, vers l'image ici, S2N sur A2N, donc qui est d'ordre 2. Alors ça c'est le passage au quotient. Bon, dans l'enchaînement, c'est assez normal. Pour l'instant, vous voyez que ça avance sûrement à partir de cette idée de S2N qui possède, lui, un sous-groupe d'indice 2, et donc on peut plonger. Voilà. Ok. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Parce que ça s'injecte. Mais maintenant, est-ce que c'est surjectif? Pas évident. Soit l'image, c'est 1, soit l'image, c'est 1 moins 1. Évidemment. Si c'est 1, alors forcément, K égale G. Et on n'aura pas trouvé de groupe d'indice 2. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, mais en tout cas, on n'en a pas trouvé. Si, en revanche,
c'est surjectif, eh bien, G sur K va être du coup isomorphe au groupe 1-1. Et à partir de ce moment-là, K sera d'indice 2 dans G. Donc, il faut tout simplement ne pas se retrouver dans la situation où le morphisme ici est trivial. C'est-à-dire dans la situation où tous les G vont vers un élément de A2n par phi. Voilà. Donc, j'affirme que si j'arrive à trouver un petit g dans grand G, tel que phi g n'est pas dans A2n, alors j'ai trouvé un sous-groupe d'indice 2 dans G. Et là, j'ai gagné. Alors maintenant, d'où va me sortir ce petit g? Eh bien, en fait, regardez, là c'est fin, c'est astucieux. Il vient du lemme de Cauchy. Le lemme de Cauchy, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'à partir du moment où on a G, un groupe fini de l'ordre 2n, on est sûr d'avoir un élément d'ordre 2. Pourquoi? Parce que 2, c'est un nombre premier qui divise l'ordre du groupe. C'est ça le lemme de Cauchy. Alors le lemme de Cauchy, il se démontre avec une certaine action de groupe sur un certain ensemble. Bon, c'est le truc classique. Mais là, pour P égale 2, quand le nombre premier est égal à 2, cet ensemble est vraiment tout simple. Regardez. Et ceux qui connaissent la preuve du lemme de Cauchy, essayez de faire le lien. Je veux démontrer l'existence d'un élément d'ordre 2 dans G. Donc un élément qui vérifie x au carré égale E, mais qui n'est pas d'ordre 1, donc qui est différent de E. Alors, regardez, supposons que dans mon groupe G, qui est d'ordre pair, supposons par l'absurde que pour tout G différent de E, G soit différent de G-1. Bon, alors, on pourrait regrouper dans l'ensemble G des classes, en quelque sorte. On a E qui serait une classe singleton, et puis ensuite G, G-1, G, pour tout G, dans grand G. Et il y aurait combien de classes? Eh bien, vous voyez que on aura rangé les éléments de G 2 par 2, plus l'identité qui est toute seule. Ce qui fait que G serait d'ordre impair. Voilà. Mais c'est absurde parce que G est d'ordre pair. Donc dans un groupe d'ordre pair, il y a forcément un élément d'ordre 2, puisque ça étant absurde, il existe forcément un élément différent de E, tel que G égale G-1, donc tel que G2 égale E. Donc il existe un X d'ordre 2 dans G, voilà, soit par le lemme de Cauchy, soit alors vous le démontrez, parce que là, le lemme de Cauchy devient carrément évident. C'est juste de la parité. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme X est différent de E, d'après ce qu'on vient de voir là ici sur Cayley et l'action libre, comme X est différent de E, on ne pourra pas avoir phi X de H égale H pour aucun H. Donc ça veut dire que phi indice X n'a aucun invariant. D'accord? Alors maintenant, il n'a aucun invariant, mais en même temps, il est d'ordre 2. Puisque X, ici, est d'ordre 2, et que ça s'injecte, ça va devenir ici un élément d'ordre 2. Donc, c'est un produit de transposition à support disjoint, ça on sait, c'est produit de cycle, est un excès d'ordre 2, mais sans invariant. Donc en fait, c'est un produit de transposition. Alors je les mets sous la forme G et XG, d'accord? Donc G va aller vers XG, et XG, quand on multiplie par X, comme X est d'ordre 2, on retombe sur G. Voilà. Donc voilà les transpositions. Mais maintenant, combien il y a de transpositions? Eh bien, il y en a forcément 2n, ici, puisqu'on aura tous les éléments de G, puisqu'il n'y a pas d'invariant, divisé par 2, puisqu'on les a regroupés 2 par 2. Donc n. Ce qui veut dire que phi x, c'est un produit de n transpositions, n étant impair. Donc ça veut dire que la signature de phi x, c'est -1, et ça y est, on a trouvé ce que l'on voulait, et donc on a trouvé un sous-groupe
Indice 2. Voilà, donc un exercice instructif avec une jolie application du plongement, du théorème de Kenneth.